Welkom in het Europese Parlement. Opnieuw welkom bij ons praatprogramma Europese gesprekken met Barbara en Gerolf. Vandaag hebben we een speciale gast, niemand minder dan Fabrice Leggeri. Je vais essayer en français. Alors, vous êtes élu au Parlement européen. Vous étiez haute fonctionnaire en France et vous étiez directeur de Frontex. Mais vous êtes connu comme le directeur de Frontex. Alors, mon question, c'est qu'est-ce qui vous a poussé à vous engager en politique après votre passage de Frontex? C'est une très bonne question. Oui. J'ai décidé d'entrer en politique Oui. au Rassemblement national en France avec Oui. Jordan Bardella parce que j'ai compris que lorsqu'on est haut fonctionnaire, on a des pouvoirs limités. Comme directeur de Frontex, on m'avait donné beaucoup de budget, 850 millions d'euros par an. On m'avait donné un nombre toujours plus important d'employés, 3000 employés lorsque je suis parti, 300 employés lorsque je suis arrivé. Ouais. Mais j'ai compris que ça ne suffit pas. Et ce qu'il faut, c'est une bonne politique. Et j'ai vu que la Commission européenne, à l'époque en particulier de Madame Johansson, Ylva Johansson, une vraie gauchiste, qui était la porte-parole des ONG de migrants, elle m'a dit « Vous n'avez pas besoin d'uniformes et d'armes pour le corps européen des gardes-frontières. Les migrants viennent par amour et vous devez les accueillir, c'est le travail des gardes-frontières. » Et moi, j'ai senti qu'il y avait une trahison parce que, pour moi, le rôle des gardes-frontières, c'est tout simplement de protéger les frontières contre l'immigration illégale, contre la criminalité, contre le terrorisme. Et on m'a enlevé les moyens d'agir. Et donc, j'ai compris que la seule solution, c'est d'être moi-même dans la politique, au service d'un parti qui représente mes idées. Et pour moi, le Rassemblement national en France est le seul parti capable vraiment de mettre en place, de faire ce que veut le peuple. Mais Frontex a été régulièrement critiqué pour des refoulements présumés. Quel regard portez-vous sur ces critiques? Alors tout ça, c'est la propagande des ONG, c'est la propagande pro-migrants, c'est la propagande de la gauche qui utilise le mot pushback en anglais, qui en réalité n'a pas de définition juridique. Tout ce qui est une action pour empêcher des migrants de franchir illégalement la frontière est considéré par les ONG comme pushback illégal. Ce que nous avons fait avec le gouvernement grec à partir de 2020, nous avons fait des interceptions maritimes. Et des interceptions maritimes sont légales, elles sont prévues par le droit international de la mer, elles sont prévues même par un règlement européen qui s'applique aux opérations maritimes de Frontex. Et la définition d'une interception maritime, c'est que lorsqu'on suspecte un bateau d'être utilisé pour des activités criminelles, comme par exemple du trafic d'êtres humains, du trafic de drogue, trafic d'armes, etc., le pays côtier, donc la Grèce dans cet exemple, a le droit de dire à une embarcation « vous n'avez pas le droit d'entrer ou de rester dans les eaux territoriales ». Et Frontex, sous ma direction, et en coopération avec le gouvernement grec qui avait décidé cette politique, nous avons aidé la garde-côte hellénique à repérer les arrivées de bateaux comme ça et aider à notifier l'interdiction d'entrer ou l'interdiction de rester dans les eaux territoriales. Mais il y a eu aussi des accusations de pushback terrestre. En Lituanie, par exemple, le gouvernement lituanien a demandé à Frontex d'empêcher les migrants de passer, qui étaient poussés par la Biélorussie vers la Lituanie, vers la Pologne. Et les ONG et les
moniteurs des droits fondamentaux, comme on les appelle, c'est des employés de Frontex qui ne sont absolument pas recrutés par le directeur ni par le management de l'agence, mais recrutés, on va dire, par les ONG. Eh bien, ces gens, les moniteurs des droits fondamentaux, m'ont écrit des notes en me disant « Attention, vous avez donné l'instruction d'aider la police lituanienne à empêcher les migrants de passer. Eh bien, ce sont des pushbacks terrestres. Et donc, on m'a menacé, les ONG m'ont menacé en me disant « Attention, vous êtes déjà accusé de pushback maritime en Grèce et maintenant, vous allez faire des pushbacks terrestres en Lituanie. » Donc, pour moi, ce sont surtout des mots qui sont une propagande des ONG parce que c'est le droit européen lui-même qui oblige les États à interdire les franchissements illégaux des frontières. Ça, c'est le code frontière Schengen, qui est une législation européenne qui dit les migrants, les personnes n'ont pas le droit de franchir illégalement et les personnes qui franchissent illégalement doivent être sanctionnées et les États membres qui sont en première ligne, donc dans nos exemples, la Grèce ou la Lituanie, les États membres ont l'obligation d'empêcher les franchissements illégaux. Et avez-vous déjà ressenti des pressions de la part européenne, des États membres Alors, lorsque j'étais directeur de Frontex, ce que j'avais comme difficulté, c'était la Commission européenne et les ONG qui me menaçaient, qui m'ont forcé à démissionner. Les États étaient, de mon point de vue, trop naïfs. Les représentants des États au conseil d'administration de Frontex sont naïfs parce que la Commission européenne manipule les discussions au conseil d'administration. Et en général, dès qu'il y a une question un peu juridique, une question un peu, on va dire, européenne sur le fonctionnement européen, la Commission européenne dit « Mais c'est notre métier, nous, à la Commission européenne, nous connaissons. N'écoutez pas ce que vous raconte le directeur. » Voilà. Mais c'était des menaces parce qu'on voulait, dès le début, même changer les mots que j'utilise. Je vous donne un exemple. En 2014, quelques jours après mon élection par le conseil d'administration de Frontex, je suis venu au Parlement européen, j'étais invité par la commission parlementaire Libé, qui s'occupe des frontières et de l'immigration, et j'ai utilisé le mot immigration illégale, où j'ai dû dire quelque chose comme un migrant illégal. Et tout de suite, les gauchistes et ensuite les ONG sur Internet, sur les réseaux sociaux, ils ont dit « il va falloir apprendre à parler à ce nouveau directeur parce que personne n'est illégal, l'immigration ne peut pas être illégale. » Donc vous voyez, c'est une propagande et moi j'ai résisté parce que je voulais accomplir la mission conformément à la règle qui est de protéger les frontières. Parce que j'ai aussi une vision, et aujourd'hui je peux le dire, comme je suis un député du Rassemblement national, j'ai la vision que nos frontières et nos frontières extérieures doivent être protégées pour empêcher l'immigration illégale, parce que nous voulons tous garder nos identités. C'était ça aussi. Vous pensez ça? C'était ça aussi la trahison européenne, je dirais, en quelque sorte, qu'on nous a vendu de laisser nos frontières internes à condition que l'Europe allait s'occuper des frontières externes. C'était un mensonge. Ils nous ont trahis. Ils nous ont trahis dans le sens qu'on a effectivement laissé, même pour les personnes, non seulement pour le commerce, mais pour les personnes, qu'on a laissé détruire nos frontières internes. Sans que le pendant, les frontières Frontex, étaient pris en charge. Et c'est l'idéologie, vraiment, la manière dont on a fait fonctionner ce système, c'est l'idéologie gauchiste des frontières ouvertes. Et donc, si le budget de Frontex, ça a été maintes fois suspendu à condition, ici par les gauchistes, à condition que
des directeurs, des moniteurs, etc. de Frontex soient nommés par eux et par les ONG, Ouais. et en affirmant que ça devrait être des gens qui travaillent pour les frontières ouvertes et pas pour la frontière comme prévu. Barbara? Et les ONG ont aussi beaucoup de pouvoir, hein, Oui. comme vous voyez. Ils reçoivent aussi beaucoup de moyens financiers de la Commission européenne aussi pour faire du lobbying. Donc, c'est un grand problème, je crois. C'est un gros problème et d'ailleurs, j'avais reçu des menaces à partir du moment où j'ai critiqué les ONG. Mhm. En 2017, déjà, la police grecque, en 2018, la police grecque se plaignait des ONG. Et la police grecque m'avait dit, lorsque les bateaux arrivent, les ONG vont à la rencontre des migrants et la police n'a même pas accès pour faire les contrôles de sécurité. C'est les ONG, payées en partie par la Commission européenne, qui viennent en premier et qui s'occupent des migrants. Et moi, j'avais écrit une lettre à la Commission européenne, une lettre que j'avais signée, en disant qu'il y avait un problème avec les ONG en Grèce et que ça n'était pas normal et que je demandais à la Commission européenne d'arrêter, en tout cas de vérifier ce que font ces ONG et d'arrêter de payer si ces ONG empêchent la police grecque de travailler. Et je disais, ça me concerne en tant que directeur de Frontex, parce que si la police grecque n'a pas le droit d'aller contrôler les migrants, alors Frontex ne peut pas faire son travail, puisque le travail de Frontex, c'est d'aider la police grecque à contrôler les migrants. Mais si les ONG empêchent la police grecque de faire son travail, nous n'avons plus de travail non plus. Et alors, ça a provoqué à la Commission européenne une colère de certains. Et alors, j'ai un collègue, quelqu'un qui voulait m'aider. Il m'a téléphoné, il m'a dit, écoute, je ne peux pas t'écrire, je ne peux même pas prendre le risque de t'envoyer un email, mais fais gaffe, fais attention, parce que tu as énervé des gens très haut placés, parce que les chefs des ONG ne sont pas du tout contents. Donc vous voyez, c'est toute une Exactement. mafia des ONG. Il ne faut pas oublier qu'ici, la majorité dans cette boîte du Parlement européen est basée sur les gauches. Hein. Donc, le centre du EPP s'est allié d'abord aux socialistes, mais puis, dans l'époque dont vous parlez, aussi des Verts. Hein, ils faisaient partie de cette majorité. Donc, la Commission était l'esclave du gauchisme. Et les ONG et le pouvoir des ONG, ça provient exactement de là, de cette menace gauchiste au niveau européen. C'est ça le problème. Et donc, c'est un phénomène politique qui a des suites, par exemple, à Frontex, mais en gros, partout, en fait. Hein. Oui. C'est ça le problème européen. C'est la majorité gauchiste qu'il faut changer. Et donc, on est très content de vous recevoir comme un allié français ici aujourd'hui, au plateau du Vlaams-Belang, puisque nous sommes devenus le 3e groupe du Parlement. L'évolution, depuis qu'on était ici à 3 ou 4 avec Marine Le Pen et son père, etc., ces temps sont derrière nous. Nous ne sommes plus des marginaux, nous sommes un des grands groupes du Parlement. Donc on est en train de changer ce système. Et c'est là qu'il faut changer la majorité politique ici au Parlement européen. C'est pour ça qu'ils ont peur de nous. Ah bah oui. Parce que nous sommes, nous sommes en train de devenir plus grands et plus grands. La rage que le directeur du Frontex a sentie, c'est la même rage qu'on voit maintenant au Parlement quand nous sommes là. Oui. Moi, je suis très fier d'être dans le groupe des Patriotes parce qu'on sent bien que c'est un groupe dynamique, un groupe qui agit. Et comme vous dites, nos opposants ont peur. Et parfois, c'est même des journalistes, des vrais journalistes de l'extérieur qui me disent, vous savez, vous leur faites peur parce que votre groupe vient aux réunions, votre groupe travaille et vous avez partout des shadow rapporteurs, vous avez partout, même parfois sur certains dossiers, ça nous est arrivé d'avoir des rapporteurs. Oui. Dans la commission Libé, où je suis coordinateur du groupe des Patriotes, je me suis battu pour avoir des vrais rapports pour nos collègues. Et en fait, ça montre que ce qu'ils appellent, entre guillemets, cordon sanitaire, ce qui est une stupidité malhonnête,
mais en fait, ça n'existe plus. Non. Et je pense que c'est très bon pour nous, c'est grâce à notre travail. Oui, j'ai aussi l'impression, parce que quand je parle avec des personnes, avec des amis ou avec des entreprises ou oui, avec des autres gens, oui, le cordon sanitaire n'existe plus parce qu'ils parlent avec nous. Et autre temps, c'était tout différent. Hein. Autre temps, c'était une toute autre atmosphère. Oui. On vient de très loin. Une petite question pour vous trois. À quoi devrait ressembler, selon vous, une politique migratoire efficace en Europe? Belle question pour vous, hein, Fabrice. Alors, je dirais pour moi, il faut d'abord contrôler les frontières extérieures de manière très stricte. Et il faut donner la possibilité aux vrais demandeurs d'asile de faire une demande d'asile à l'extérieur de l'Europe, c'est-à-dire le plus proche de leur pays d'origine. Et de cette manière, nous serions dans l'esprit et le texte des conventions de Genève, historiquement. Donc, les personnes qui ont vraiment besoin d'être protégées, pourquoi pas, mais on regarde le dossier en dehors de l'Europe, et ça nous permettrait ensuite d'être très sévères. Et par exemple, lorsque on fait un sauvetage maritime en Méditerranée, évidemment, il faut aller sauver les personnes, mais il faut aller les raccompagner dans le point de départ, qui est souvent en Afrique du Nord ou en Turquie. Donc pour moi, une bonne politique d'immigration, enfin de protection des frontières et de lutte contre l'immigration illégale, ça se passe sur la frontière extérieure et si possible, ça se passe même en amont, c'est-à-dire dans les pays d'origine. Il faut des actions pour lutter contre les réseaux de trafiquants. Il faut des actions également pour expliquer aux personnes qui veulent émigrer vers l'Europe que c'est une très mauvaise idée, qu'elles vont perdre de l'argent, qu'elles vont peut-être même perdre leur vie, en tout cas être maltraitées par des groupes de criminels. Et je pense qu'il faut aussi, chez nous en Europe, une politique très ferme contre les ONG, parce que les ONG sont très souvent complices avec des passeurs. Moi, j'ai pu l'observer en Méditerranée centrale, lorsque des avions et des drones de Frontex ont collecté des images et des renseignements qui nous montraient que certaines ONG, je ne dis pas toutes les ONG, mais certaines ONG, certains bateaux d'ONG étaient bien coordonnés avec les passeurs. Et vous pouvez imaginer que quand j'ai révélé ce genre d'informations et que j'ai transmis ce genre d'informations à la police judiciaire italienne, les ONG m'ont encore plus détesté. Donc voilà pour moi une bonne politique. Ne pas oublier également de lutter contre les ONG en Europe. Gerolf, qu'est-ce que tu en penses? J'ai plutôt une question. Les directeurs qui vous ont suivi au Frontex, ils sont apparemment, puisqu'ils sont toujours là et pas ici, ils sont dans le contexte ou dans le compromis. Comment ça marche maintenant depuis vous avez dû quitter là? Alors, je suis allé visiter Frontex au mois de février. Je suis allé comme député à Varsovie. Donc, comme député européen, je suis allé à une réunion du Parlement européen avec le Parlement polonais à propos d'Europol. Et j'en ai profité. Donc, j'ai dit au nouveau directeur de Frontex, Hans Leitens, qui est néerlandais, je lui ai dit, écoute, je suis à Varsovie. Est-ce que je peux venir visiter l'agence, voir le travail que vous faites? Bon, j'ai été reçu, j'ai été très bien reçu. En fait, je pense que lorsqu'il a été nommé à l'époque de Madame Johansson, la gauchiste suédoise, communiste, elle l'a forcé à dire que les frontières ne servent à rien, que de toute façon, on ne pourra jamais arrêter les migrants et que d'ailleurs, ça ne sert pas à grand-chose d'arrêter les migrants. Bon. Maintenant, je pense qu'avec quand même un commissaire européen qui est de centre droit, c'est une musique un peu différente, même si
moi, je fais d'abord confiance aux patriotes, au groupe des patriotes, pour bien contrôler les frontières. Mais je pense que le directeur de Frontex, aujourd'hui, il est obligé de tenir compte de façon pragmatique du fait qu'en Europe, une majorité de citoyens veulent de la sévérité aux frontières. Mais je pense que le problème de Frontex, c'est qu'il n'y a pas une gouvernance politique qui soit très claire pour dire maintenant, vous faites des contrôles stricts. Et par exemple, il y a toujours ce rôle des moniteurs des droits fondamentaux. Il y a toujours, quand on lit les documents officiels de Frontex, il y a toujours une phrase, par exemple, ils vont dire, nous devons renforcer les contrôles aux frontières extérieures en renforçant également le respect des droits fondamentaux. C'est toujours comme ça. Lié ici. Toujours lié. Mais est-ce qu'on pourrait quand même déjà parler d'une époque de transition envers une politique plus sévère? Puisque la pression de nous, hein, de la montée droite en Europe, ça se représente déjà un peu? Oui, moi je pense que le vote pour le groupe des Patriotes, donc le vote pour le Vlaams-Belang en Flandre, le vote pour le Rassemblement national en France, Pays-Bas, et aux Pays-Bas, le Parti de la Liberté, ce sont des votes utiles parce que nous sommes avec un sens de responsabilité, nous nous préparons à gouverner. Certains des partis qui sont dans notre groupe gouvernent ou sont dans des coalitions comme aux Pays-Bas, par exemple, ou en Italie. Et donc, nous sommes crédibles. Et je pense que dans les institutions européennes, notre force oblige nos adversaires politiques à reconnaître la réalité. C'est que les citoyens européens veulent un contrôle plus sévère de l'immigration illégale. Les citoyens européens, dans leur grande partie, refusent cette espèce de multiculturalisme mondialiste qui consiste à nous dire, écoutez, adapter le mode de vie européen pour que les étrangers se sentent bien ici en Europe. Et donc, je pense qu'il y a une espèce de réaction aujourd'hui de nos électeurs, c'est 20 millions d'électeurs. Le groupe des Patriotes représente 20 millions d'électeurs en Europe, 11 millions pour le Rassemblement national en France, mais ça veut dire 9 millions d'électeurs dans 12 autres pays européens, dont notamment en Flandre pour le Vlaams-Belang. 1 million presque. Ouais. Fabrice, j'aimerais également évoquer le procès intenté contre la chef de votre parti, Marine Le Pen. Pouvez-vous nous expliquer l'objet de ce procès un petit peu? Alors, évidemment, si je vous dis que la justice en France est hostile au Rassemblement national, ça ne va pas vous étonner. Des magistrats, depuis des années, disent qu'ils doivent tout faire pour empêcher le Rassemblement national d'exercer la responsabilité au gouvernement ou à la présidence de la République. L'objet du procès, c'est en fait le rôle confié aux assistants parlementaires des députés européens français du Front national entre 2004 et 2015. Donc ce sont des époques très anciennes où les règles applicables, la définition des tâches que pouvaient exécuter les assistants parlementaires était beaucoup plus floue qu'aujourd'hui. Donc ça, c'est important de l'avoir en tête. Ce sont des actes qui se sont produits parfois il y a 20 ans. Ensuite, nous considérons, et Marine Le Pen considère que c'est une divergence administrative avec l'administration du Parlement européen, mais qu'il n'y a pas de matière criminelle ou pénale. Il n'y a pas d'enrichissement personnel, il n'y a pas de corruption, il n'y a pas de fraude. C'est simplement que des députés européens français du Front national à l'époque
ont aidé les députés européens à faire de la politique et à avoir des activités politiques. Ensuite, quand on regarde le déroulement du procès lui-même, le procureur de la République a dit, à un moment, il y a 3 mois, dans le procès, les réunions au tribunal, à un moment, le procureur a dit « Ah, ici, mon dossier est vide. Sur cette question, mon dossier est vide, mais ça me ferait quand même du mal de demander la relaxe. » Ce n'est pas le Rassemblement national qui a diffusé ça, c'est France Info, qui est une radio de service public qui est souvent pas très amicale avec le Rassemblement national, mais ils ont quand même, les journalistes, ils ont trouvé que c'était trop d'entendre le procureur qui dit « Même lorsque je n'ai rien contre Marine Le Pen, je vais quand même charger. » Et puis, il y a le contenu de la décision du juge qui invente une notion qui n'existe pas du tout dans le droit pénal français, qui est un trouble à l'ordre public démocratique. Et donc, le juge écrit que si Marine Le Pen pouvait être candidate à la présidence de la République, ce serait un trouble à l'ordre public démocratique parce que, et là on est complètement dans une opinion et pas du tout dans le droit, parce que Marine Le Pen et le Rassemblement national sont eurosceptiques. Et donc le juge conclut qu'il n'est pas possible de laisser une candidate eurosceptique comme Marine Le Pen être candidate à l'élection française en 2027. Donc c'est une décision politique des juges. Il y aura un appel vraisemblablement au cours de l'été 2026 et Marine Le Pen, évidemment, va utiliser tous les moyens juridiques pour montrer son innocence. Et nous avons soutenu politiquement Marine Le Pen lors d'un meeting à Paris le 6 avril, où nous sommes venus dire à Marine Le Pen, avec Jordan Bardella, et nous sommes venus dire que nous la soutenons, que nous sommes loyaux vis-à-vis d'elle, et que nous lui faisons confiance. Et nous sommes aussi venus dire aux Français qui espèrent en nous que nous ne les oublions pas, et nous allons utiliser tous les moyens politiques pour faire triompher leurs idées. Et vous croyez que c'est encore possible pour elle pour être candidat pour le Rassemblement ou Le calendrier permet à Marine Le Pen d'être candidate. Si l'appel a lieu à l'été 2026, enfin, Marine Le Pen a fait appel, nous avions une inconnue qui était de savoir quand le tribunal, quand la cour d'appel va programmer le procès, le nouveau procès. Et le tribunal a annoncé que ça serait à partir de l'été 2026. Donc ça permet, il y a une fenêtre possible pour que Marine Le Pen puisse montrer son innocence, pour que Marine Le Pen ne soit pas inéligible et que donc elle puisse être candidate. C'est aussi après une indignation dans le pays entier que ça s'est produit et qu'on a corrigé le calendrier de la Cour d'appel. On a senti ce qu'on a senti ici en Belgique aussi, quand on a supprimé l'existence de notre parti Vlaams Blok, le précédent du Vlaams Belang. On a doublé en 3 semaines avant les élections, ils ont doublé notre parti en faisant ça. Donc, de venir d'un parti de 10%, 12%, un parti de 24%, ça s'est fait en 3 semaines à cause d'un procès injuste. Que le procès de Marine, qu'il est injuste, c'est clair pour tout le monde. Le Premier ministre de Macron, pas un ami du Front National, du Rassemblement National, et sa réaction première était « je suis troublé par ce qui se passe ». Et le syndicat de la magistrature, c'est une organisation gauchiste qui a ouvertement dit « on va bloquer Marine Le Pen pour la présidence de la France ». Des magistrats, chez nous ça n'existe pas, mais le syndicat des magistrats, de la magistrature
existe ouvertement en France et s'exprime ouvertement contre un parti politique. C'est inouï. Hein. Mais chez nous, je me souviens que la législation a été changée pour le process du Oui, Vlaams-Blok. Ils ont dû tout changé pour nous pouvoir condamner. Ils ont combiné plusieurs législations, dont quelques-unes qu'ils ont changées à cause de ça, mais aussi en combinaison. On a été condamnés pour être une organisation criminelle, suivant une loi qu'on a votée nous-mêmes contre les mafias de tous bords, et on l'a utilisée contre nous. Donc, dès qu'un magistrat commence à politiser son travail, on n'est plus en démocratie, à mon avis, et c'est pour ça qu'il faut en effet montrer une solidarité énorme. Oui. Puisque la solidarité avec Marine Le Pen allait au-delà des partis en France même. Hein. Bien sûr, nous avons senti au sein des Patriotes également une solidarité. Je remercie aussi, au nom du Rassemblement national, encore ici, tous les Patriotes de notre groupe, les membres évidemment du Vlaams Belang. Mais c'est vrai que même en France, d'autres partis politiques ont trouvé choquant. Par exemple, le ministre de la Justice, je ne dirais pas qu'il est un peu intervenu pour que la Cour d'appel accélère le calendrier, mais il a répondu à une question à l'Assemblée nationale française en disant « J'espère que l'appel sera programmé dans le délai le plus raisonnable. » Et le lendemain, c'était fait. Et le lendemain, c'était fait. Donc, effectivement, les amis de la démocratie ne peuvent pas se réjouir de ce procès contre Marine Le Pen. Mm-hmm. Nous avons 2 dilemmes. Hein? On va commencer avec Gerolf. Avec moi? Ah oui. Avec qui aimeriez-vous prendre un café? Macron ou von der Leyen? Et pourquoi? Quelle affaire. Mon temps, un petit café. Mon temps, mais trop cher pour faire un choix pareil. Barbara, le cas je veux dire que je bois du thé. Le cas échéant, plutôt Macron, pour lui dire la vérité. Un petit café, la vérité pour un pays qui m'est cher, la France. Oui. Donc plutôt ce Macron. Oui. Molenbeek ou Saint-Denis? Qu'est-ce que vous croyez? Fabrice? Comme il faut choisir, j'irai quand même à Saint-Denis parce qu'il y a le tombeau des rois de France. Oui, ça c'est une bonne. Oké, dit was het alweer voor vandaag. De Europese gesprekken met Barbara en Gerolf. We zien u graag terug de volgende keer. Tot de volgende.